Bienvenue au Centre culturel Tjibaou, lieu emblématique de l'accord de Nouméa. Un jour après le référendum, nous avons souhaité recueillir l'opinion, le sentiment des Calédoniennes et Calédoniens que nous avons interviewés tout au long de cette année. 8 émissions, 8 tête-à-tête au cours desquelles ils nous ont dit leur souhait d'un meilleur vivre ensemble. L'occasion d'aborder les enjeux économiques et sociaux de cet après-référendum. Et oui, car la Nouvelle-Calédonie n'est pas que référendum, il y a également le quotidien des Calédoniens. Du coup, nous avons un peu changé le concept de notre émission. Nos invités de Parole et Partage pourront également poser leurs questions à nos acteurs sociaux économiques. Avec nous, Chérifa Linossier, présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Richard Caloy, membre du Conseil économique, social et environnemental, et Tony Dupré, porte-parole de l'intersyndicale Vichère. Merci à tous les trois d'être avec nous. Avant de commencer nos échanges, tout de suite, coup de projecteur sur les témoignages qui ont marqué Parole et Partage. Mes parents, ils ont commencé en septembre 2001. Voilà, ils ont pris de l'âge, du coup c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler par rapport à ça, pour reprendre l'activité. Ça prouve que les femmes, elles peuvent aussi tenir des projets pour l'économie du pays. Nous, on côtoie un peu toutes les ethnies, on travaille avec tout le monde. On a des saisonniers, donc on est obligé de travailler tous ensemble, parce qu'on ne peut pas se passer l'un des autres. Puis il faut qu'on réponde aussi aux besoins de l'autosuffisance alimentaire de la Calédonie, quoi. Ça, c'est important? Oui, c'est important pour essayer de se libérer un peu des pressions, on va dire, de l'importation. J'ai fait 40 ans de mine. J'ai 70 ans là. Depuis 1965, en Agadir, j'ai travaillé à la mine. Puis quand je vois tout ça ici, par rapport à la mine, je dis aux jeunes, non, il faut laisser un peu la mine. Et il m'a fait ça, c'est 5000 francs. Regardez combien que les gosses peuvent gagner. Le destin commun, moi je pense qu'ici à Vaud, elle se vit tous les jours. Et on sait que les compétences ici, on les a. On sait que pour l'avenir, on a les compétences, mais aussi on monte en compétences. Et on peut être que serein sur l'avenir. Il n'y a pas de raison à avoir peur, quoi. Mon grand-père avant, quand il n'y a pas de travail, il vit que du copper. C'est un peu le nickel d'ouvert, quoi. Ce qui est avantageux, c'est nous, le nickel à nous, ça se plante. Tu peux planter, le nickel à nous, ça repousse. Qu'on soit indépendant ou pas indépendant, on a appris à gérer, prendre les choses en main. Et voilà, pour penser à la suite, c'est-à-dire pour les enfants futurs, c'est que voilà, il ne faut pas qu'il y ait des habitudes qu'on fait qui disparaissent. Il ne faut pas dire que l'indépendance, puis après on arrête l'école, on arrête ça. Il faut trouver des solutions. Les enjeux maritimes et les enjeux d'environnement pour la Calédonie, je pense, s'en centrent autant en termes économiques qu'en termes de préservation de la biodiversité. La Calédonie, c'est un espace maritime immense. La Calédonie, c'est une région aussi Pacifique Sud qui est riche, une biodiversité qui est magnifique sur le territoire. Je pense que cet environnement-là, c'est une grande porte sur l'avenir aussi pour la Calédonie et il faut s'en saisir. Pour que ça puisse fonctionner, il faut que les gens arrivent à comprendre que s'ils veulent continuer à pouvoir profiter d'endroits comme ça, il faut qu'ils arrivent à le respecter et à faire en sorte que ça se pérennise dans le temps. Vivre ensemble, s'ils veulent bien. Nous, on ne peut pas aller ailleurs, nous sommes chez nous ici. Maintenant, s'ils veulent rester, qu'on construise ensemble l'avenir, qu'on bâtisse ensemble l'avenir.
Voilà, je rappelle que ce référendum a mobilisé plus de 80% des Calédoniens, beaucoup de jeunes également. Calvin, vous faites partie des premiers votants. Comment ça s'est passé pour vous ce 4 novembre ? Alors, pour moi, j'ai été voté. Ensuite, je suis retourné chez moi. Et j'ai commencé à suivre le dépouillage, etc. pour le référendum. Mais après, au bout d'un moment, j'ai lâché et je suis parti dormir parce que le lendemain, j'avais des choses importantes à faire. Et du coup, je me préoccupais pas forcément du résultat. Parce que peu importe le cas, je devais continuer à avancer et construire mon avenir parce que c'est pas le résultat qui va décider de ce que je vais faire plus tard. C'est-à-dire que si c'était le oui ou le non, pour vous, votre priorité était ailleurs ? Exactement, c'était plus pour moi continuer mes études pour pouvoir avoir un boulot plus tard et au moins réussir à vivre. À Nécon, à UVA, cette mobilisation des jeunes, ce référendum-là, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Pour nous sur UVA, voilà, les jeunes sont mobilisés pour voter. Ils savent que voilà, c'est par le vote, c'est un peu, voilà, comme on disait, pour nous c'est la suite un peu du combat qui a été mené par nos papas, nos vieux. Maintenant, le combat il change. Maintenant, c'est une urne, c'est le bout de papier que tu vas mettre dans l'urne. Il a pris une autre dimension, une autre forme. Mais voilà. Tony Dupré, cette consultation ce 4 novembre, est-ce que vous l'avez vécu comme un vote communautaire ? Canac contre Caldoche ? Je dirais que oui. Indéniablement que oui. Il suffit de voir les résultats, notamment avec un pays coupé en deux. Quand on voit le vote en province nord et en province sud. Après, je dirais que les jeunes, c'est clair, se sont bien mobilisés. Sur le vote de oui, dans des communes comme le Grand Nouméa ou La Foix, Boulou-Paris, Bourail, là, il faudrait peut-être savoir aussi, est-ce que ce sont exclusivement des jeunes Kanaks qui sont mobilisés et qui ont voté pour le oui, ou est-ce que d'autres ont été convaincus Là, par contre, je ne pourrais pas vous répondre. Mais clairement, il y a deux blocs. Il y a un vote communautaire qui pour moi, est évident. Félix Dounezek, un vote communautaire également. Est-ce que vous partagez cet avis ? Dites-nous. Oui, on est au niveau du oui, on est satisfait quand même du résultat. Mais par contre, moi personnellement, je ne suis pas content pour la préparation de la mise en place du référendum. Parce que à travers ça, l'État avait préparé des éléments à travers le préambule de l'accord de Nouméa. Et au niveau de structures que l'État avait mis en place, il y a le politique et il y a le coutumier. Le politique a fait son travail, mais le coutumier n'a pas fait son travail. Si nous, on s'est investi pour faire notre travail, normalement, on doit être ensemble à l'arrivée du référendum. Mais on s'est aperçu que pendant le parcours, le coutumier il est carrément absent. Voilà, merci. Des coutumiers plus présents sur la côte Est, notamment Philippe Thomas, comment vous l'avez vécu cette journée du 4 novembre ? Un vote communautaire aussi ou pas du tout ? Moi, je pense que non pour moi, parce que je suis de la côte Est. Et la côte Est, voilà, on a l'habitude d'être tout le temps ensemble. On a la tribu, on a la maison. Non, moi, je pense que c'est un vote que voilà, chacun doit aller faire son devoir. Et puis voilà. Mathéo, vous êtes à Yaté. Quel enseignement est-ce que vous tirez de ce référendum-là ? Pour moi, tout le monde s'est mobilisé, donc c'est pas qu'une ethnie ou une autre, mais c'est vraiment tout le monde a bougé pour aller voter. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans les bureaux de vote, et je trouve que c'est vraiment une victoire entre guillemets. Je rappelle que vous avez voté oui pour l'indépendance. C'est une grande victoire, une petite victoire pour vous, cet écart entre le oui et le non ? Ce tout petit écart, oui, c'est une victoire déjà, c'est une grande victoire. On a annoncé des résultats beaucoup plus pessimistes pour le oui. Ça a vraiment changé. Je pense que les gens bougent et vont continuer à bouger. Christelle, vous êtes autour de Magenta.
Comment ça s'est passé pour vous, cette journée du 4 novembre? Personnellement, j'étais joyeuse d'aller voter, de participer à cet événement historique, notamment au niveau des résultats, parce qu'il y a eu une grande mobilisation sur l'ensemble du territoire, notamment de la jeunesse. Et le message que je peux en retirer, c'est qu'on a une population qui est prête à avancer. Peu importe le résultat, on a décidé de se prendre en main. Et on a confiance en nous, peuple calédonien. Donc pour moi, c'est l'essentiel pour avancer. Richard Caloy, au vu de ce fort taux de participation et de la mobilisation des jeunes, ce référendum-là, finalement, c'est une victoire en soi. Il faut dire que c'est une grande victoire pour le monde kanak. Bien que mes compatriotes de désilloyauté n'ont pas tellement bien voté, on aurait amené quand même au stade d'un peu plus de pourcentage de 43 à 45%. Mais quand même, les gens ont bien voté dans les îles, comme dans le nord et dans le sud. Un corps électoral restreint, limité à ce que vous évoquiez, Christelle Sedjo, le peuple calédonien était appelé à ce rendez-vous qui a été programmé depuis 30 ans maintenant, depuis les accords de Matignon. Chérifa Linouzier, vous présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises, vous ne votez pas. Comment vous l'avez vécu ce 4 novembre ? Et alors, comme vous le dites, je n'ai pas le droit de vote. Ça ne change en rien mon engagement pour la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'était important. Je suis un petit peu perturbée parce que en fait, moi, j'ai souvent milité pour le fait que je sois française et née en France. C'était très compliqué de par mes origines déjà. Et que j'entends pas forcément que les Calédoniens... voilà, on est sur du calédonien, calédonienne. Mais moi, en tant que Française, aujourd'hui, j'ai du mal à me situer. Et ça a été très difficile pour l'expliquer à mon fils, qui a 12 ans, qui est né, lui, en Nouvelle-Calédonie et qui cherchait à se situer, en fait, parce que lui, il me dit, je suis né ici, je suis calédonien, mais maman, si t'es pas calédonienne, c'est compliqué. D'ailleurs, votre fils de 12 ans, comment est-ce qu'il a vécu, lui, personnellement, ce référendum-là ? Il a eu l'impression de devoir choisir et c'est pas la conception dans laquelle on est arrivé et on s'est installé puisqu'on a toujours été très participatif dans le monde sociétal. Donc c'était plutôt un retour par rapport à ses copains et ses copines où là il s'est senti finalement un petit peu différent alors qu'il ne l'avait jamais été jusqu'à présent. Orlane, je rappelle que vous n'avez pas voté le 4 novembre tout simplement parce que vous n'avez que 16 ans. Mais vous êtes très intéressé par la politique. Le 4 novembre, expliquez-nous où est-ce que vous étiez. Personnellement, le 4 novembre, j'étais sur Koné et je ne suis pas partie voter dans ma tribu natale, mais j'ai été voter autre part. Et là-bas, j'ai vu aussi la forte mobilisation des jeunes et tout ça. Ça fait plaisir. Et vu que je suis sur les réseaux sociaux, là aussi, ils étaient mobilisés. Il y avait des drapeaux, peu importe, bleu, blanc, rouge et vert, jaune, rouge. C'était de toutes les jeunes, toutes les ethnies et tout. Vous avez senti cet élan-là de démocratie sur les réseaux sociaux? Expliquez-nous, racontez-nous des anecdotes. Dans les journées, il y avait beaucoup de drapeaux vert, jaune, rouge et tout ça. Et puis le oui, il allait passer. Mais bon, après, j'ai suivi les résultats jusqu'à la fin. Et puis, on va pas dire que ça a découragé certains jeunes. Même si eux, ils votaient pas, on était quand même en train de soutenir le oui à la Nouvelle-Calédonie, quoi. Félix Dounezec, est-ce qu'on peut souligner, au-delà de la forte participation, cette grande maturité qu'a eu le peuple calédonien, puisqu'il n'y a pas eu non plus d'effusion de joie trop intense du côté des satisfaits et de l'autre des déceptions? Oui, c'est exact. Il faut remercier tous nos jeunes. C'est pour eux. C'est un premier référendum, mais le pays, c'est à eux. Nous, on termine, on est en bout de course. Peut-être demain, on va s'arrêter, mais c'est à eux de continuer. Et la participation qu'il y a eu, là, c'est une bonne image pour la Nouvelle-Calédonie. Voilà, merci. Tony Dupré, on le disait, un résultat qui, jusqu'à présent, n'est toujours pas contesté, ni par les indépendantistes, ni par les non-indépendantistes. C'est une bonne nouvelle. C'est pas pour cela qu'on ressort rassuré de ce référendum. Il était attendu par certains depuis 20 ans. Et on sent tout de même une incertitude. Que les gens, la population en général, ont besoin d'être rassurés maintenant. Et
la population, la jeunesse en quête d'emploi, de formation, le monde économique, les salariés, tout le monde a besoin d'être assuré. Et l'avenir proche nous laisse un peu perplexes dans la mesure où on aurait besoin maintenant d'une pause institutionnelle, une pause d'élection. Mais malgré tout, on est rattrapé par la loi organique et il y a des provinciales qui arrivent. Demain, 2019. Et donc, on sait les conséquences que ça aura. Donc, forcément, les élus seront donc en campagne électorale. Les réformes indispensables au pays ne seront peut-être pas votées tout de suite. Voilà. Et ça, c'est mai. Septembre, il y aura sûrement l'élection du président du gouvernement. Hein. En général, c'est septembre. Et 4 mois après, c'est 2020. C'est 2020 avec déjà une possibilité, si un tiers du Congrès le décide, d'un deuxième référendum. Donc oui, je crois que là, en termes de, on l'évoquera tout à l'heure, en termes d'économie, de social, c'est pas fait pour assurer les gens. Anne Econ, disons les choses telles qu'elles sont. Vous, personnellement, deuxième et troisième référendum, vous êtes pour? Oui, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus revenir sur ça, c'est déjà une part de notre histoire. Le premier, le deuxième et le troisième, ça fait partie de l'histoire du peuple calédonien. On ne peut pas y échapper. Et ça va être la preuve aussi pour nous, nous les jeunes, de voir, on peut constater déjà par rapport au premier référendum, et on va voir jusqu'où on est prêt à aller par rapport au deuxième et au troisième référendum. Philippe Thomas, vous qui êtes entrepreneur sur Kawa, ce deuxième, ce troisième référendum, cet agenda politique qui s'impose du coup sur la vie économique, vous l'appréhendez ou pas du tout? Est-ce que ça va vous freiner dans vos activités? Pas du tout, je ne pense pas. On va continuer sur le chemin qu'on s'est fixé depuis toujours. Et voilà, je pense qu'on va continuer à avancer. Avec le deuxième ou le troisième référendum, il va falloir qu'on continue. Mathéo, pour vous, Ayaté, vous êtes pour un deuxième et un troisième référendum? Oui ou non? Pourquoi? Oui, déjà, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est à peu près 90% de votants pour le oui. Et je veux dire, ces deuxième et troisième référendums, ils sont écrits dans les accords de Nouméa, ils sont constitutionnalisés, pardon. Donc ça arrive, quoi. C'est pas oui ou non, ça arrive. Chérifa Linouzi, au niveau de la Confédération des petites et moyennes entreprises, est-ce que vous avez des inquiétudes concernant ces deuxième et troisième référendums, comme l'a exprimé Tony Dupré? Alors je rejoins Tony sur cette problématique en fait politique, puisque en fait on vit la double peine. Je rappelle qu'il y a les élections déjà en métropole et ensuite les élections en Nouvelle-Calédonie. Donc nos élus sont en lice finalement constamment et reviennent pas, excusez-moi l'expression, mais reviennent pas un peu sur terre. Donc quand je dis ça, ils sont pas contents, mais c'est une réalité. Ensuite, je partage ce que dit monsieur sur le fait que l'entrepreneur au quotidien, il va continuer à entreprendre. C'est son ADN. Donc les entrepreneurs calédoniens, ils se sont investis dans le monde économique et dans le développement économique. Néanmoins, on a besoin de réponses, en fait, de réponses politiques sur les orientations. Et c'est là où on n'est pas sur le même niveau. Nous, on est sur des combats vraiment de faire des lois, des réformes, des choses qui impactent en fait aussi le quotidien. Oui. C'est ça. Donc du coup, c'est très compliqué. Et là, c'est là où j'interpelle moi le monde politique en disant vous avez un devoir. Et effectivement, je rejoins le fait que c'est constitutionnel. Il y a 3 référendums. C'est prévu comme ça pour le respect et pour tout ce qui s'est passé avant. C'est comme ça et c'est normal. Il faut que ça soit accepté. Mais que nos politiques travaillent quand même sur les dossiers du quotidien. C'est-à-dire les dossiers qui permettent justement de débloquer certaines choses qu'on appelle de nos voeux. Le monde de l'entreprise l'a clairement dit, on voyait des signaux d'alerte, l'activité économique est morose. Est-ce qu'il y a eu un effet référendum? L'activité s'est plus ralentie. Est-ce que vous l'avez senti, perçu? Que vous ont dit vos adhérents? Oui, forcément, puisque en fait, si on n'a pas de cap, en fait, si on n'a pas d'orientation, on va freiner en fait les investissements. C'est-à-dire qu'un investissement, c'est pas pour 2 jours ou 3 jours. Surtout quand il s'agit d'acheter par exemple du matériel, des outils de production, etc. C'est des engagements que les entrepreneurs font sur 20 ans, 30
30 ans avec les banques. Les banques ne suivent pas non plus les pays qui sont en instabilité politique ou en instabilité dans la région, hein, c'est un peu compliqué aussi. Donc pour nous, c'est des problèmes en fait en cascade qui font que l'entrepreneur aujourd'hui, je salue les entrepreneurs courageux qui continuent à investir et entreprendre en Nouvelle-Calédonie, il faut absolument leur donner une visibilité, quelle qu'elle soit, une orientation. Après, ils suivront. Hein. Quand vous avez une entreprise, vous n'allez pas la quitter du jour au lendemain et puis tout arrêter pour aller où et faire croire. En tout cas, ça, c'est le reflet de ce que nos adhérents expriment. Par contre, des orientations, c'est indispensable. Richard Calloy, est-ce que vous craignez également cet attentisme si deuxième et troisième référendum il y a ? Je pense que les deuxième et troisième référendums, c'est la loi. On va attendre qu'il y ait les élections provinciales. S'il y a une possibilité de majorité qui puisse renvoyer les électeurs calédoniens à se lancer encore sur le deuxième, le troisième référendum, on ne peut pas s'y échapper. Par contre, le développement économique, ça, je rejoins un peu les collègues qui sont ici, parce qu'un développement économique, ça se prépare des années en arrière. Je pense que c'est ce qui se passe ici dans le Grand Nouméa avec les sociétés industrielles, c'est ce qui se passe dans le Nord, mais dans les îles Loyauté, comme vous avez pu voir dans les élections auxquelles les gens ont voté, et le lendemain, ils sont repartis dans les champs. C'est encore de l'autoconsommation. C'est pour ça qu'on va peut-être engager la discussion tout à l'heure sur le problème de l'économique. Je pense que ça doit aller dans le sens unique, c'est-à-dire au niveau du pays. Calvin, personnellement, est-ce que vous souhaitez un deuxième puis un troisième référendum, et pourquoi ? Personnellement, je pense oui. Oui, c'est assez important parce que ça, déjà, comme on l'a vu à cause des résultats, il n'y a pas un écart entre le oui et le non, il n'est pas très grand. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, pour le pays, tout simplement, hein, c'est la culture et tout. Il faut aussi qu'on se décide un jour, sinon... Tony Dupré, est-ce que la communauté de destin pourra tenir le temps de ce deuxième et troisième référendum ? Ah ben il le faut, ça c'est clair. Alors autant j'entends ce qui est dit notamment par les uns et les autres qu'il faut respecter donc ces échéances électorales qui sont prévues. Hein. Mais quelque part, on doit aussi être interpellé hein, par les conséquences que cela a derrière. Donc tout à l'heure, je parlais d'être rassuré. Après, vous savez, moi, je fais partie d'une génération qui a connu les événements. Je voudrais pas que là, c'est le père de famille qui parle. J'ai moi-même 2 enfants, donc je voudrais pas qu'ils connaissent ce que j'ai connu. Et c'est pour ça que je dis que le destin commun, le vivre ensemble, eux, c'est la génération de Matignon, hein, donc ils ont entendu parler que de ça, eux. Destin commun, le vivre ensemble. Mais après, il faut que ça devienne une réalité. Et là, il appartient aux politiques, après, de faire en sorte que ça devienne une réalité. Et donc, voilà. Après, je reste optimiste, hein, déjà de nature. Hein. J'ai confiance parce que l'histoire du pays a fait aussi que dans ces moments les plus critiques, hein, notamment en 88, hein, après Ouvéa, où on pensait vraiment basculer vers pratiquement une guerre civile, des hommes ont su s'élever et trouver les compromis dans le respect du dialogue. Hein. Une volonté donc de trouver les bons compromis pour la suite, quoi. Et j'espère hein, qu'aujourd'hui, pas demain, qu'aujourd'hui, on aura donc même certains ou certaines hein, auront cette capacité donc à faire preuve de sagesse et de trouver les bons compromis indispensables pour le devenir et pour enfin aller vers ce destin commun que tout le monde réclame. Merci Tony Dupré. Nous vous emmenons maintenant en métropole, à Paris, car là-bas aussi, plusieurs jeunes ont suivi cette journée historique du 4 novembre. On les écoute. Bonjour la Nouvelle-Calédonie, bonjour à tous, je m'appelle Léonore, j'ai 22 ans, je suis étudiante en 5e année à Sciences Po Paris et actuellement en stage à l'Institut des missions d'Outre-mer. J'ai suivi les résultats du référendum avec d'autres étudiants calédoniens à Paris, dans les jardins de la Cité internationale. À l'approche du résultat final, on était tous assis en cercle,
dans une ambiance sereine mais chargée d'émotions. On a écouté le discours du président de la République et on a échangé sur nos ressentis et sur l'avenir du territoire, dans le respect des convictions et des sensibilités de chacun. Et ce que je peux dire, c'est qu'à 16 000 km de Montcaillou, j'ai eu le sentiment que ce référendum était un temps fort, un rendez-vous historique, mais aussi un événement paradoxal qui rassemble autant qu'il divise. C'est un rapport de force binaire, mais c'est aussi un scrutin qui donne corps à la notion de peuple calédonien, un peuple souverain sur son devenir. Bonjour Ruby, bonjour Dave. Oui, alors nous, ce 4 novembre dernier, on a vécu avec tous les étudiants calédoniens qui sont présents en région parisienne, mais aussi aux alentours. Et il y a des étudiants qui sont venus un peu de plus loin, on va dire, d'Italie. Et donc d'ailleurs on les remercie pour ce moment de soutien. Il y a également eu des étudiants ultramarins qui se sont joints à nous parce que c'est historique pour la France aussi. Et donc voilà, ce qui en est sorti, c'est au niveau du ressenti général de ces étudiants, c'est que c'était un moment fort, qu'il était important qu'on soit tous ensemble pour se soutenir. Et dans la pensée de tous, en tout cas, c'était ce mot, c'est construire ensemble ce pays, qu'on soit indépendantiste, loyaliste ou autre. Donc voilà, on était tous ensemble autour de cette belle case aux couleurs du pays, dans le respect des valeurs, le respect et l'humilité. Voilà. Un moment fort, un moment historique où nous devons construire ensemble un scrutin qui rassemble sur une question qui divise. Et autre paradoxe de cette Calédonie, c'est celui de la richesse. La Nouvelle-Calédonie n'est pas encore la terre de partage qu'elle souhaite devenir. Le pays figure aujourd'hui parmi les nations développées les plus inégalitaires au monde, avec un PIB par habitant proche de la Nouvelle-Zélande, nettement supérieur aux autres îles du Pacifique. Et 53 000 Calédoniens vivant sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 72 000 francs. Le Premier ministre, au lendemain du référendum, lors de sa visite marathon sur le Caillou, a dit qu'il fallait travailler davantage sur les rééquilibrages économiques et sociaux. On l'écoute. Je voudrais, avant de conclure, vous faire part d'une réflexion que je retire de mes échanges de ce jour, avec les forces politiques que nous avons rencontrées, mais aussi avec les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie avec qui j'ai tenu à échanger au moment du déjeuner. Tous, au-delà des questions institutionnelles, ont souligné les enjeux économiques et les enjeux sociaux que connaît la Nouvelle-Calédonie. Or, il est vrai qu'en concentrant le travail entre les forces politiques et l'État sur les questions d'organisation des scrutins, et plus généralement sur les questions institutionnelles, les enjeux économiques et sociaux ont parfois été placés au second plan de nos échanges, alors qu'ils constituent un des ressorts essentiels des accords de Matignon et de Nouméa. Il faudra donc que nous trouvions aussi le temps et la méthode pour échanger, État et forces politiques, sur ces enjeux de société. Alors pour travailler dans ce sens, les élus ont déjà mis en place des outils. L'un d'entre eux est le schéma NC 2025, un outil de partage et de vision commune sur les évolutions possibles économiques et sociales de ce pays à l'horizon 2025. Ce schéma a été voté à l'unanimité au Congrès en 2016. Autre outil plus concret qui vous concerne, vous, en tant que partenaires sociaux, il s'agit des accords conclus entre les élus. Il s'agit de l'agenda partagé renouvelé en 2014. 38 propositions ont été réalisées sur les 50 actées. Alors, Tony Dupré, vous qui faites partie de l'intersyndicale Vichère, qui en 2011-2013 avait organisé des manifestations, des grèves, quelles sont les priorités aujourd'hui économiques de cet après-référendum, selon vous ? Elles sont multiples. Hein. D'ailleurs, elles sont bien recensées, comme vous l'avez si bien dit, dans l'agenda partagé qui concerne donc l'économie, le social et la fiscalité. La fiscalité, donc, la réforme n'est pas allée au bout. Je pense notamment à des réformes essentielles comme celle sur l'impôt pour les plus-values immobilières, à l'heure où le pays a besoin donc de financement, de recettes.
Sur le social, l'emploi, la formation. Les outils existent, mais des lois doivent les conforter. Elles n'ont pas encore été votées. Donc voilà, je veux dire, on a un agenda qui malheureusement est freiné depuis 2 ans, au vu des... On y revient à chaque fois, au vu des échéances politiques. Je rappelle d'ailleurs que l'État est partenaire et signataire. En plus, tout à fait. L'État, on sait que l'État n'a pas forcément, même pratiquement peu de compétences en matière économique et sociale, mis à part les tarifs bancaires, la monnaie. Mais alors, je vois l'État, Linosier qui hoche de la tête. Par contre, l'État en tant que signataire de l'accord de Nouméa, en tant que partenaire, a un rôle à jouer. Nous, on l'a vécu en 2013, quand on était enlisé dans une grève générale par rapport à la vie chère et qu'on avait du mal donc à discuter avec nos élus. Il a fallu donc qu'on fasse appel à l'État qui est donc organisé lui-même donc un forum qui a abouti donc sur un protocole d'accord. Donc l'État est forcément partie prenante. L'État partie prenante, Chérifa Linosier, vous avez quitté cet agenda partagé en décembre 2017. Qu'est-ce que vous attendez là, au comité des signataires en décembre, et de cet appel, de cette déclaration qu'a fait Édouard Philippe ? Alors, concernant l'intervention du Premier ministre, c'est une évidence qu'il faut remettre le monde économique et social au cœur de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, en termes de méthode, on l'avait trouvée, cette méthode, puisque effectivement, c'est suite à des grèves, etc., qu'on a fini par se mettre, et je salue le travail de Jean-Jacques Brault à l'époque, qui a sifflé la fin de la récréation et qui nous a obligés à nous mettre autour de la table. Et là où je suis très déçue, et ce pourquoi nous avons quitté la table des négociations, c'est que quand on signe quelque chose, on s'engage jusqu'au bout. Et dans les signatures, il y avait la signature de l'État, des partis politiques, sauf l'UNI à l'époque. L'Union calédonienne. Tout à fait. L'UC, pardon. Mais la majorité des élus ont signé cet agenda partagé. Et au fil du temps, on s'est retrouvé qu'entre partenaires sociaux, plus du tout d'hommes politiques, plus du tout d'État présent, et que si on doit travailler sur des filières, chacun de ces acteurs est indispensable à la réflexion. Et il doit y avoir un équilibre entre le secteur public et le secteur privé. Et là, il n'y avait personne du monde du privé, et nous, on peut pas, du public, pardon, et nous, on ne peut pas répondre à ce type de questions. Place à présent aux questions de nos invités, du public. Christelle, vous aviez une question ? Oui, donc on nous dit toujours qu'il faut changer de modèle économique. C'est une notion qui n'est pas forcément claire pour tout le monde. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc changer de modèle économique, ou en tout cas diversifier le modèle économique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a fait un modèle économique d'opportunité. Voilà, le nickel était là, on gagnait notre vie, tout se passait bien, etc. Par contre, nous, on sait que multiplier la création de modèles économiques permet aussi à chacun de se situer. C'est-à-dire que avoir un modèle capitalistique, c'est plus d'actualité. C'est-à-dire de la distribution, de la grande distribution. Aujourd'hui, le monde change et on n'est plus sur des modèles participatifs, collaboratifs, circulaires, économie circulaire. C'est-à-dire faire travailler un modèle qui permette à chacun de se retrouver. Donc tout ça n'a pas été réfléchi parce qu'on avait l'argent de la mine et on avait l'argent de la France, soyons très clairs. Donc on ne s'est pas posé la question de savoir quels sont les autres leviers de croissance économique. Et pour motiver l'entrepreneuriat et pour créer de l'emploi et créer de la richesse, il faut qu'on travaille dès maintenant, parce que comme le rappelait à juste titre Richard Calloy, ça met du temps. Le temps de faire des lois, de recréer tout ça, etc. Donc il y a plusieurs options de modèle économique réinjectées en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on favorise les gens qui mettent leur argent à l'extérieur du pays plutôt que les gens qui mettent leur argent à l'intérieur du pays. C'est inadmissible. Et c'est pas être indépendantiste ou peu importe, c'est être logique. C'est-à-dire réinvestir en Calédonie, ça doit être une priorité de nos politiques. Et du coup, Philippe Thomas, pour répondre là à Chérifa Linosier, vous qui travaillez sur Kwawa, sur la mine, vous avez été frappé de plein fouet là par ce qui se passe à Kwawa, une série d'incendies sur le convoyeur de minerais. Vous avez dû licencier. Cet après-nickel, vous le vivez comment précisément là pour vous retomber sur vos pattes aujourd'hui ? Alors là, je vais vous dire qu'on est en mode réel. Je vais vous parler de l'après-nickel.
On avait décidé de le préparer il y a 10 ou 15 ans. Ça n'a pas fonctionné. Personne n'a accroché pour l'après-nickel de Kowa. On a entendu parler de Thio aussi. Et l'après-nickel, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai licencié mon personnel. Au moment où la SLN m'avait demandé de racheter du matériel, de réinvestir, de prendre du personnel, de reformer des gens, de prendre des gens des locaux, des gens de Kowa, parce que tous mes ouvriers, ce sont des gens de Kowa, Kanala, voire Wailou, des gens qui n'avaient pas de permis et tout ça, on les a aidés à acquérir un permis, qui sont devenus des chauffeurs de camions, des gens voilà, qui ont une voiture, qui ont une maison, qui ont un peu tout ça. Et puis au bout de quelques mois, il y a eu ce fameux blocage avec la SLN, et le problème que tout le monde connaît sur Kowa. Et on a pu tenir à peu près 80 jours. Et puis, en fin de compte, on ne peut pas repartir. C'est pas possible. Et comment la perte a été énorme. Et déjà auparavant, ils nous avaient déjà un peu baissé les prix par rapport au cours du nickel, par rapport à la crise. Donc là, on tenait un peu sur un fil. Et donc, on arrivait à tenir parce qu'on avait pu quand même payer un peu le matériel. Enfin, tout était plus ou moins payé. On a continué à tenir le cap et se débrouiller par rapport à peut-être au savoir-faire que j'ai moi. Parce que c'est depuis 30 ans quand même que je fais ce travail, et 23 ans pour moi. Et j'ai été obligé de licencier 9 personnes. Et vous reconvertir? Et je suis en train de me reconvertir. Et je suis, il y a mes tontons, parce que je suis bien blanc, mais j'ai quand même de la famille à la tribu à Kowa par rapport à ma mère, qui m'ont laissé un demi-hectare où je suis en train de faire de la culture et de montrer peut-être aussi que c'est possible de le faire. Richard Calloy, l'après-nickel, c'est quelque chose qui semble abstrait. Il faut peut-être dès maintenant y réfléchir concrètement. Ben oui, on aurait dû le faire depuis longtemps déjà, le problème de l'après-nickel, depuis la mise en place de la provincialisation. Et je pense que ce qui se passe, par exemple, et plus précisément dans les îles, c'est que on a des beaux rivages, on a des beaux cocotiers, on a toute une population jeune, mais on pense faire comment? C'est toute la question qui se pose en ce moment, dans la mesure où nous avons notre identité coutumière, nous avons le développement économique à mettre en place, et nous avons également un mode de vie qui change. Donc tout ça, c'est une question. Trouvons une stratégie pour tous ensemble. Tony Dupré, vous voulez réagir? Sur le nickel, il est clair aussi que là, il aurait fallu anticiper aussi par le biais d'une redevance nickel. Une redevance d'extraction qui n'a pas été faite. Un manque de courage politique? Là aussi, l'agenda politique? Il a fallu aussi faire face à faire avec donc, les grosses multinationales qui ont investi, qui ont bénéficié après d'un bouclier fiscal. Hein. Mais aujourd'hui, ça on le paye clairement. Hein. Si on avait anticipé, justement pour l'après-nickel, pour les générations futures, voire l'après-nickel, je pense que là, on a raté le coche. Et c'est pour ça que nous, au niveau de l'intersyndicale, nous avons rajouté donc, dans ces accords économiques et sociaux cette perspective. Il n'est pas trop tard. Chérif Aline aussi. Oui, je voudrais juste me permettre de rajouter qu'en fait, c'est une problématique pas que à la Nouvelle-Calédonie, c'est tous les pays qui profitent d'une richesse en fait naturelle ont subi en fait ce choc en fait, parce que quand les cours vont très bien, tout va bien, mais quand ça chute, là, ça devient problématique. Et on ne sait pas prendre l'expérience en fait des autres. Je reviens de Nauru. Pensons à Nauru. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient très très riches et ils sont devenus très 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 pauvres. Donc ça, c'est un constat, c'est une réalité. Donc c'est pour ça qu'on regrette nous en fait de ne pas avoir travaillé avant. Ensuite, pour rejoindre ce qui est dit, c'est que on a un vrai problème aussi dans la collégialité de notre gouvernement, c'est-à-dire que pour pouvoir lutter, parce que soyons très clairs, on lutte contre des multinationales qui ont des pratiques des fois anticoncurrentielles limite, voire des abus de position dominante, parce qu'effectivement, c'est soit on travaille pour eux, soit on n'existe plus dans le tissu, sachant qu'on est très petit, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, pour qu'il y ait un courage politique, pour rebondir sur vos propos, et je partage, il faut que dans la collégialité, c'est-à-dire que les élus fassent force contre ces pratiques. Parce que s'ils sont divisés, si chacun va essayer de tirer la couverture à lui, si ça ne marchera pas. C'est pas des enfants de cœur, en fait, ces multinationales. C'est un vrai combat de grosses structures qui ont des pratiques qui ne se permettraient pas d'ailleurs ailleurs que en Nouvelle-Calédonie. Donc s'ils ne le font pas à l'extérieur, pourquoi le font-ils ici en Nouvelle-Calédonie? Alors je crois que Orlane, vous avez une question, allez-y. Alors d'après vous, comment on peut relancer l'économie en Nouvelle-Calédonie? Chérif Aline aussi.
Alors, on propose déjà beaucoup de filières, comme le numérique. Là encore, on se retrouve avec des membres du gouvernement qui ont des portefeuilles partagés. Donc, le numérique, c'est l'avenir. Donc, aujourd'hui, tout le monde surfe sur le numérique. On pourrait être le hub entre la France, l'Europe et l'Asie-Pacifique, justement, parce qu'on travaillerait à flux constant. Il n'y a pas de problème de décalage horaire. Et on ne l'est pas, pourquoi? On ne l'est pas parce qu'il faut un portage politique pour que ça se fasse. Il faut qu'il y ait une réelle volonté en disant, voici les 3 axes ou 4 axes, j'en sais rien, stratégiques d'orientation de filière. Je parle bien de filière. Il faut que les provinces se synchronisent. Il faut que le gouvernement porte cette politique et qu'ensuite les acteurs, ça va venir de fait. Ça va venir naturellement. C'est ce que je vous disais avec le CAP. Si on n'a pas d'orientation agroalimentaire, autosuffisance alimentaire, autosuffisance énergétique, on a un super pays avec une biodiversité qu'on doit aujourd'hui protéger. Il y a des scientifiques du monde entier qui seraient prêts à venir investir en Nouvelle-Calédonie pour protéger l'environnement. Là aussi, c'est du courage politique et c'est une stratégie. Donc les outils sont là, mais ils sont dispersés entre les compétences du gouvernement, les compétences des provinces. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir cette politique pays et sur quelle thématique, sur quel secteur? Chérif Alinossier ou Tony Dupré, Richard Caloy? Oui, d'abord, pour répondre en partie à la question d'Orlan. Voilà. À ta question, Orlan, il y a une économie qu'il faut relancer absolument, c'est le BTP. Parce qu'on sait en plus les besoins cruels, manquants en termes de logement. Donc il faut relancer cette activité. Et là, je vais prendre un exemple concret où, encore une fois, je vais pointer du doigt le politique, c'est les logements sociaux. On a donc affaire à deux bailleurs sociaux, la SIC et le FSH, qui nous disent clairement qu'on a le foncier, on a les financements. Par contre, on n'a pas la main sur le permis de construire, qui sont de compétences communales. Et les communes, eux, ils disent oui, c'est vrai, on peut délivrer un permis de construire, mais à côté, il y a toutes les infrastructures qui vont avec. Et nous, là, on n'a pas forcément les financements. Donc, on se tourne vers les provinces. Donc, vous voyez, il y a un électorat aussi qui peut peut-être changer. Peut-être, mais voilà, si on clairement, lit donc, le dessous des s'il y a bien une activité là, qui est en crise et qu'il faut relancer, c'est bien sûr le BTP. Ensuite, après, je rejoins Chérifa. Nous, maintenant, depuis des années, on s'est rendu compte que le modèle collégial, il ne fonctionne pas. Les compétences provinciales, elles montrent leurs limites, ne serait-ce qu'en termes d'emploi, de formation, où chaque province forcément campe sur ses compétences. La synergie n'existe pas. Ce qui nous pose à nous, partenaires sociaux, et à la population de gros soucis. Il faut maintenant aller tendre vers des structures pays où on pourra rationaliser, mutualiser, afin de rendre tout cela plus effectif. Là, clairement, le modèle de gouvernance et les provinces, à ce niveau-là, elles ont montré leurs limites. Donc, 30 ans de provincialisation. Richard Caloy, vous qui avez été l'un des premiers présidents de province pour la province des îles. Donc on est arrivé à bout de souffle de ce modèle-là. Et vous aussi, vous partagez cette vision de Tony Dupré, de Chérifa Alinossier sur une politique pays, des structures pays? Tout à fait, je partage tout ce qui vient de se dire par les deux collègues, mais il faut aussi ne pas oublier notre environnement. Notre environnement, le CESE s'est déplacé dernièrement à Touo, sur l'érosion du littoral. On s'est déplacé à Ouvéa, on s'est déplacé également à Lifou. Et tout ça, il faut aussi qu'il n'y ait pas un développement économique tout azimut. Il faut aussi qu'il y ait une protection de notre nature. Et c'est très important pour la petite île de la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté. Anne-École, vous aviez une question notamment par rapport à l'économie bleue, je crois. Allez-y. Oui, en fait, c'était par rapport à la question du nickel, en sachant que cette ressource-là, elle n'est pas inépuisable. Qu'est-ce que les politiques proposent à côté comme chantier ou bien comme projet qui sera à la même hauteur, mais qui, par rapport à ce qui est spécifique ici, ici au pays? À l'économie bleue. Richard Caloy, sur justement cette prise en compte de l'environnement, de cet atout bleu dont dispose la Calédonie. Vous qui êtes membre du Conseil économique et social et environnemental. Comme je disais tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait la protection de cette nature en question parce que nous sommes une petite île. Quand on voit ce qui se passe un peu dans les autres îles, par exemple dans les îles Loyauté où notre nappe phréatique commence à se diluer par rapport à l'eau salée,
notre littoral qui commence à être éloigné par rapport à l'érosion. Donc c'est important le développement économique, mais qu'il y ait aussi un cadre auquel il faut s'y adapter. Nous voulons qu'il y ait une volonté politique des élus en question dans le monde calédonien, mais il faut aussi qu'il y ait une protection de la nature. Chérif Ali Nouzier, cette économie bleue? Oui, alors juste peut-être pour rebondir, parce que du coup ça m'interpelle, il n'y a pas eu de programme politique, enfin à mon sens, il y a eu un oui ou un non, mais il n'y a pas eu de portage d'un oui, programme. Un non à la question de l'indépendance. Oui, tout à fait. Mais pas eu de projet de société clair. De société où effectivement les partis politiques auraient pu dire nous pour le développement on veut développer ceci ou cela. Donc tout ce qui est économie bleue mais verte aussi, c'est des économies d'avenir. C'est pour ça qu'il faut changer aussi les modèles. Je suis plus, alors c'est ma sensibilité, mais pour effectivement une protection plutôt qu'un pillage, par exemple, de nos eaux territoriales, etc. Donc il faut travailler dans un esprit de développement durable. Et là, effectivement, ça s'anticipe, en fait. Ça s'anticipe. Et ça revient à ce que je disais, quelle filière on prend? Est-ce qu'on prend la pêche? Est-ce qu'on prend les holoturies? Les holoturies, ça coûte une fortune au niveau mondial. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher des choses très extraordinaires. Et protéger la biodiversité, c'est aussi une forme d'économie. Donc ça se joue que sur la scène internationale. Excusez-moi, je vous coupe. D'où l'importance que c'est soit la Nouvelle-Calédonie qui s'oppose dans le régional par rapport à ça, soit l'État français qui s'oppose. Mais aujourd'hui, on n'a pas de pilote dans l'avion, donc on est en train de se faire piller des ressources naturelles sans réaction et sans réactivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait voir dans l'avenir pour orienter nos investisseurs, nos entrepreneurs et créer de l'emploi. Calvin, je crois que vous avez une question, allez-y. Oui, alors je vais demander, est-ce qu'on peut faire un grand emprunt à l'État pour des grands chantiers ou par exemple dans le domaine du numérique ou des choses comme ça? Chérif Ali Nouzier qui veut répondre. Sachant que le MEDEF, pour ce comité des signataires en décembre, souhaite un prêt justement pour relancer l'économie en soutien au BTP, la position du CPME. En fait, nous, on n'est pas favorable à la subvention constamment, parce que c'est comme vous, demain, vous voulez acheter une maison, en fait, c'est pas vraiment votre maison, quoi. C'est-à-dire que vous allez acheter, je dis n'importe quoi, 10 millions, finalement, vous avez 10 millions d'intérêts, et finalement, c'est peut-être votre enfant qui va finir par payer les traites de votre maison. C'est-à-dire qu'il faut garder un équilibre entre les deux. Bien sûr, l'État peut apporter des prêts, mais il ne faut pas qu'on devienne dépendant de ces prêts, parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera à construire une autonomie financière qu'on n'a pas entendu parler. On a parlé d'autonomie alimentaire, énergétique, etc. Mais l'autonomie financière nous permet aussi d'être sur la scène internationale et de ne pas tout le temps attendre de l'argent d'ailleurs, parce que ça, il faut le rembourser. C'est pas nous qui allons le rembourser, c'est vous ou vos enfants. Tony Dupré, au niveau de l'intersyndicale Vichère et de la COGETRA, on sait que 11 jours après du référendum, votre syndicat s'est exprimé sur la mise en place d'une banque publique d'investissement française, pareil que pour la CPME. C'est sur quoi vous voulez réagir? D'abord, lui répondre là-dessus sur l'État. Déjà, il faut voir que les finances de l'État sont, elles aussi, ne sont pas non plus au beau fixe. Par contre, que l'État intervienne financièrement de manière ponctuelle quand il y a urgence, comme l'année dernière sur le nickel, ça peut se concevoir, que ce soit sur le numérique ou même sur une autre thématique. Mais après, voilà, il faudra donc trouver les bonnes mesures, les bonnes mesures économiques pérennes à l'échelle du pays. Pas constamment faire appel à l'État, c'est clair. Félix Dounezek, à Vaud, cet autofinancement, il y a eu aussi des aides des provinces au moment de la mise en place de structures sur terre coutumière pour développer ces terres coutumières, créer des entreprises sur ces terres coutumières. On pense à l'aquaculture, à la ferme d'aquacole. Dites-nous, vous, quelles sont vos priorités, selon vous, là, sur cet après-référendum, sur les enjeux économiques? C'est bien de parler de l'économie, mais comme les intervenants, là, on a parlé un peu de ce qui se passe autour de nous. Mais moi, je pense qu'il faudra décoloniser le système.
C'est-à-dire? On a un système qui est dépassé et il faut sortir de là. Parler du modèle économique. Voilà. L'économie de comptoir, de rente avec les tout à l'heure, vous avez subventions parlé de l'État. Banque populaire. Nickel, Je pense oui. qu'avec cette banque populaire, on va arrêter l'hémorragie parce que les fuites de capitaux, il y en a. Les fuites de capitaux, il y en a. Mais il faudra arrêter cette hémorragie par rapport à ça, à mettre en place une banque populaire et puis changer les systèmes qu'il y a ici en Nouvelle-Calédonie. Parce que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on a parlé de 30 ans, mais c'est presque les mêmes familles qui en bénéficient des retombées économiques. Alors il y a toujours des gens qui sont à côté. Et c'est pour ça que je parle de décoloniser le système et puis repartir sur De repenser un nouveau modèle économique. Voilà, un autre chapitre à présent, c'est le pouvoir d'achat. Orlane, une question. Alors, pourquoi la vie en Nouvelle-Calédonie, elle est trop chère? C'est peut-être parce qu'on importe trop? Tony Dupré? Alors, la vie, elle est chère en Nouvelle-Calédonie pour beaucoup de raisons. C'est clair, il y a l'insularité. Hein, on importe beaucoup trop, mais par nécessité. Ensuite, là, je vais le rejoindre. Il y a aussi un système qui perdure depuis des années, qui fait que les bénéfices ont toujours profité aux mêmes, quoi. Il faut absolument mettre fin au modèle économique. Mais alors comment on fait? C'est quoi les clés sociales et au monopole? De monopole, eh ben, ça passe par des réformes qu'on a commencé à mettre en place, notamment en termes de pouvoir d'achat. C'était la mise en place donc de la loi antitrust, la mise en place d'une autre autorité de la concurrence, de la TGC. Voilà. Donc je veux dire, toutes ces réformes là qui sont récentes, hein, doivent aller dans ce sens. Il est clair qu'il faut continuer à réformer. Il faut aller plus loin et vers quoi? Pour réformer, démanteler cette économie de comptoir, moderniser cette économie, ça veut dire quoi, Chérifa Alinouzi? Je comprends ce qui est partagé, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on ne soit pas toujours dans l'attentisme, en fait. C'est pas une loi qui règle les choses, ça ce serait de montrer si c'était le cas, mais on peut être consommateur, voilà. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir consommer des choses qui arrivent de 18 000 km, eh ben, on va manger les confitures qui sont excellentes à Rivière-Salée, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle justement l'économie circulaire. C'est déjà se nourrir de ce que la terre nous apporte localement, et ensuite aller chercher ailleurs si on veut. Donc il faut qu'on soit dans nos choix en fait en adéquation avec la protection de l'environnement, mais aussi cette économie. Encore une fois, j'insiste, les monopoles, ou d'ailleurs on ne parle jamais des vrais gros monopoles, on parle toujours des 10%, même pas 5%, si en tout cas on vise une industrie locale. Moi je milite pour une industrie locale. Avec des protections de marché, mais avec qui peut une régulation à côté, de marché. Et c'est là où les gens n'ont pas entendu ce qu'on a essayé de dire, c'est qu'on ne parle plus de protection de marché, on parle de régulation de marché. D'ailleurs, il y a eu des états généraux où les industriels se sont mis autour de la table pour voir comment ils pouvaient améliorer aussi leur fonctionnement. Et la qualité des produits n'est pas souvent là. Il y a aussi cette plainte des consommateurs. Ça dépend encore une fois. Moi, j'ai mangé sur les îles, je mange un peu partout. Je trouve que c'est plutôt bon, hein, donc chacun son choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas opposer une économie à une autre si on n'a pas trouvé le plan B ou C. Bien sûr, moi, si j'ai créé une entreprise sur laquelle on vient me dire demain, il faut que tu changes, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Par contre, je vais t'accompagner au changement. Là, on cassera peut-être certains monopoles. Une question à présent de Mathéo. Mathéo ? Oui, vous parliez de consommer des produits locaux. Puis ça rejoint en même temps la question de Orlane, qu'on importe trop. Mais des fois, les produits importés sont moins chers que les produits locaux. Donc on entend souvent des plaintes, on va dire, des agriculteurs locaux. C'est ce qu'on entend, je veux dire, dans la sphère médiatique, que ils n'ont pas assez d'argent, mais c'est qu'on n'achète pas assez. Mais peut-être que si les prix baissaient, ou on aurait besoin de moins importer déjà, et on pourrait plus consommer leurs produits. Tony Dupré, puis Chérifa. Oui, là, je vais répondre. Clairement, hein, d'ailleurs là aussi, ça apparaît dans les accords économiques sociaux, ces protections de marché, cette production locale, il faut la revisiter, pas pour toutes. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir un peu maintenant l'impact réel que ça a eu en termes déjà d'emploi, et en termes d'impact pour le consommateur.
comme tu le dis si bien. Et c'est pour ça que nous, la réforme actuelle là, qui est proposée par le gouvernement, elle ne nous convient pas. Avec la TGC? Non, en dehors de la TGC, je parle de la réforme là, qui consisterait donc à redonner de nouvelles protections de marché ou même à les renforcer. Là, nous, on dit non. D'abord, ça doit se discuter avec les partenaires sociaux dans le cadre du comité de suivi cher qui est prévu pour cela. Et ensuite, il faudrait aussi peut-être que le gouvernement il suive un peu les recommandations qui sont émises. Hein. Là, je parle de la Haute Autorité de la concurrence, hein, autorité indépendante qui a été donc installée pour cela, quoi. Et quand on voit le rapport qui est fait à ce sujet, on se pose des questions. On se dit peut-être, mais pas tout de suite. Et surtout, il faut tout revisiter. Elle est importante, cette production locale. Ce n'est pas nous, le syndicat salarié, qui allons la contester. C'est 5000 emplois hein, sur le territoire. Donc voilà. Mais par contre, il faut voir si en 2018, tout se justifie encore. Chérifa. Là, je ne partage pas tout, hein, forcément, puisque effectivement, les états généraux de l'industrie ont eu pour vocation de ça, justement. Et les seuls partenaires sociaux qui nous ont accompagnés sur cette réflexion, c'est l'USTKE. Donc, du coup, on avait bien un projet sociétal de dire il faut qu'on trouve un autre moyen, une autre façon de voir ou quelque chose de différent. Là, je vous rejoins complètement. Ensuite, il faut limiter les intermédiaires, parce qu'en fait, plus il y a d'intermédiaires et plus le produit va être cher. Donc, avoir une cartographie des entreprises qui existent en Nouvelle-Calédonie pour aller acheter directement du producteur au consommateur, ça va aider aussi à faire baisser les prix. Mais là où je trouve le discours violent, et pour l'autorité de la concurrence, elle n'a fait qu'un état des lieux de l'existant. Elle n'est pas sur une projection de l'avenir du modèle économique, et c'est ce que je regrette. Donc on peut faire toujours des états des lieux, mais le but c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on veut pour demain et comment on va construire les choses. C'est notre vision. Philippe Thomas, vous sur Kawa, qui vous êtes reconverti là dans l'agriculture, est-ce que cette reconversion, comme disait Chérifa Linussi, est-ce que vous avez eu un accompagnement? Et puis après, sur ces différents intermédiaires, finalement, pour produire et pour vendre votre production, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Pour vous dire franchement, vendre, je n'ai pas pensé encore, mais déjà de m'occuper d'essayer la production. D'essayer de passer un peu à autre chose. Vous avez eu des aides? Vous avez été accompagné? Je n'ai jamais eu d'aide de ma vie. Ça, c'est un principe de vie. Ça, c'est, voilà. Et mon premier camion pour monter sur mine, c'est mon père qui me l'a donné. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et j'ai eu à peu près 25 machines avec tous les ouvriers qui allaient avec. La seule personne qui m'a aidé, il s'appelle Jacques Jandot, pour pas le citer. Et comment dire? C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ben oui, parce que c'est ce monsieur-là qui nous aide quand même dans le Allez-y. Voilà. Alors là, je m'essaye en fait à faire de la culture, de l'igname, de la banane, de tout ce qui est fait partout, parce qu'on entend à la télé qu'il manque ça. Alors je vais essayer, et même si je ne le vends pas, je vais préparer des plants, je vais préparer des semences, je vais préparer un peu tout ça et voir comment que ça peut, sur ce que j'ai fait, ce que ça peut rapporter et comment je peux le faire. Parce que, pas oublier, je vous ai dit tout à l'heure que le terrain ne m'appartient pas. Donc le jour au lendemain, ils vont me dire tu pars ou tu restes, enfin bref, voilà, je ne serai pas chez moi. Mais voilà. Merci Philippe Thomas de nous nourrir. On va passer à présent à un autre thème, celui de l'emploi. Calvin, une question? Oui, alors, comme je suis étudiant à l'université, je prépare, je suis en licence, du coup en première année, et je compte aller jusqu'au doctorat. Et du coup, je me demande si plus tard j'arriverai, en revenant ici, à trouver un emploi. Donc. Tony Dupré? Tu devrais, normalement. Tu devrais... c'est le normalement. Oui, normalement, parce que déjà, rappeler qu'il y a une loi du pays qui existe, hein, la loi sur l'emploi local, hein, donc, qui est censée donc, donner priorité, hein, notamment aux jeunes. Hein. Et vous faites partie de la commission paritaire sur l'emploi local? Tout à fait. Donc j'ai participé à la création de cette commission en 2012. Donc elle est censée donc donner priorité d'abord aux citoyens et ensuite aux autres donc, qui auraient donc une durée de résidence suffisante par rapport au métier. Mais voilà, après nous, le constat que je fais du bilan, c'est qu'en 2015, on a été amené donc à faire un premier bilan de 3 ans, et on se rend compte que là aussi, la loi existe, elle mérite d'exister bien sûr. C'est un acte fondateur de l'accord de Nouméa, voté à l'unanimité des groupes du Congrès, mais quand il faut l'appliquer, on a de grosses difficultés.
Donc on pourrait beaucoup mieux faire. Et c'est pour ça que nous, on a proposé en 2015, dans le bilan, des 22 préconisations pour améliorer donc l'application de cette loi. Et là, à l'heure où je te parle, en 2018, je suis encore dans l'attente. Donc là aussi, nos politiques votent des lois. Ensuite, ils doivent donner les moyens aux acteurs, aux partenaires sociaux qui appliquent cette loi, de pouvoir donc faire en sorte qu'elle s'applique partout. Et là aussi, je reviens à la notion pays. Cette compétence provinciale de l'emploi. On a actuellement donc Cap Emploi dans le nord, on a le CEF dans le sud, plus les PFIP dans les îles. La synergie n'existe pas. Il n'est pas normal que demain donc une offre d'emploi soit en partie donc proposée et réservée à une province. Je prends un exemple concret. On a eu affaire, et j'en rigole encore, à une demande de carence pour un jardinier en province sud, alors que la province nord, Cap Emploi, n'était même pas informée. Alors quand même le lycée agricole de Pointe-Boute. Donc il aurait suffi donc d'un minimum de synergie pour faire en sorte donc, que toute cette jeunesse donc, en quête d'emploi puisse s'y retrouver. Merci. Christelle, une question sur l'emploi. Oui, donc justement, j'ai déjà un constat à faire, c'est qu'il n'y a aucun organisme qui a pris la peine de recenser tous les étudiants diplômés du territoire. Ce sont des institutions qui sont privées, publiques, voire même il y a quand même des étudiants qui partent à leurs frais. Qu'est-ce qui a été mis en place justement pour recenser tous ces retours, pour pouvoir justement protéger, pour pouvoir appliquer cette loi de l'emploi local? Il faudrait passer par ce filtre-là, et ce filtre-là n'est pas appliqué. Donc je vous rejoins en fait sur ce que vous disiez. Et est-ce qu'il faudrait justement créer une institution, ou est-ce qu'il y a une institution qui existe et qui ne fait pas ce qu'elle devrait faire justement par rapport à ce travail-là? Parce que il y a des budgets qui sont alloués aux formations qui ne sont pas forcément bien répartis selon les besoins. Donc pourquoi pas provincialiser la politique de l'emploi pour histoire de recenser les besoins dans chaque province et pouvoir justement optimiser ces budgets-là en fait, parce que ce sont des budgets qui sont donnés à perte. Tout à fait. Alors là, je te rejoins totalement. Très rapidement, oui, et Chérifa. Oui, mais c'est important. Il faut le dire. On manque cruellement de statistiques, d'expertise. À l'échelle pays. À l'échelle pays. Tu parlais de recensement des jeunes étudiants. Mis à part ceux qui bénéficient d'une bourse, on n'a aucun retour. On n'a pas de retour. Donc c'est important. Ensuite, tu parles de formation. Là aussi, il faut le dire. C'est important parce qu'après, la loi n'est pas uniquement centrée sur l'accès à l'emploi. Elle est aussi centrée sur la promotion interne. Et Richard Caloy, au niveau du Conseil économique et social et environnemental, comment faire pour répondre à cette structure pays qui pourrait du coup être mis en place? Et d'un côté, on a des employeurs qui se plaignent d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et de l'autre, une certaine partie de la population, des jeunes qui se sont exclus ou marginalisés ou qui sont diplômés, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Tout et ceux qui ne trouvent pas d'emploi, en majorité les jeunes Kanaks en question dans les îles et surtout également dans le nord. Dans le sud, c'est toutes les sociétés industrielles et commerciales qui sont implantées ici et dans le nord. Donc il y a toujours une espèce de discrimination dans la société calédonienne. Et c'est pour ça que je proposais tout à l'heure à ce qu'il y ait une politique pays pour ce qui concerne l'emploi, pour ce qui concerne la structure de mise en place des emplois pour les jeunes en question. Il n'y a pas plus tard que... il y a 15 jours ou un mois, j'ai demandé à ma collègue Chérifa Linossier de venir dans les îles et puis de constater un peu comment ce qui se passe. On a des jeunes même qui se posent des questions sur leur avenir. C'est difficile d'avoir un emploi dans les îles Loyauté. C'est pour ça qu'il faut orienter la chose dans le sens structure privée plutôt que structure publique, toujours financée par les collectivités. Chérifa Linossier, il faut une cartographie des savoir-faire en Nouvelle-Calédonie. Oui, je voudrais juste répondre au jeune homme. Je suis triste qu'il n'ait pas envie d'être entrepreneur.
Voilà, ce qu'on n'entend pas suffisamment aussi dans la jeunesse, c'est le goût d'entreprendre, l'envie d'entreprendre, de se lancer, de faire profiter justement de votre compétence au service de la Nouvelle-Calédonie. Alors ça aussi, c'est un formatage. Hein. On fait croire à tout le monde qu'on est obligé de passer par d'être salarié avant d'être entrepreneur. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on lance une vraie stratégie pays de développement des TPE, PME avec une orientation peut-être de cette jeunesse sur ces filières. Donc ça demande du courage, etc. Ça c'est sûr. Une cartographie pour identifier en fait ce qui existe déjà, pour pas faire de doublons ou de triplons, parce que quand on commence à être sur des secteurs où il y a trop de concurrence, on se mange entre nous. On n'est que 250 000 habitants. J'aimerais bien le rappeler, hein, c'est qu'à un moment donné, on peut pas développer à outrance. Et puis, à partir de là, faire l'inverse. Il faut qu'on réfléchisse différemment. C'est ça la problématique aujourd'hui, c'est accompagner cette conduite du changement. Et je te remercie, Richard, de cette invitation, parce que c'est de partir du terrain et ensuite de construire les filières qu'on veut. Et le monde Kanak a déjà fait ça, c'est-à-dire que le collaboratif, le participatif, travailler tous ensemble, revoir peut-être les procédés de comment on appelle ça là, des coopératives où chacun contribue à son niveau en fonction de son rythme de travail, etc. Et là, quand on propose des choses comme ça, on se retrouve avec nos partenaires sociaux qui disent mais non, on peut pas changer, il faut des CDD, des CDI, des machins. Non, il faut des statuts propres à la Nouvelle-Calédonie. Félix Donezec sur terre coutumière à Vaud. Je reviens sur cet exemple de la ferme Ouakouakol des années 70 où vous avez participé et élaboré, et puis maintenant avec cette ferme solaire sur Temala, développer voilà, le tissu économique. Il faut être indépendant économiquement, entrepreneur. Oui, pour bien faire les choses, il faut être entrepreneur, c'est-à-dire avoir l'état d'esprit d'une société et puis après discuter avec nos jeunes et avancer. Parce que si on reste groupé dans le système du GDPL, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont travaillé à fond dessus. Mais sinon, on est bloqué. Parce qu'en termes économiques, en milieu tribal, il y a des jaloux, des jalousies dans le système. Et c'est pour ça qu'en monde kanak, c'est difficile de parler de l'économie. Parce que nous, quand on regarde autour de nous, là, mais on ne s'en rend pas compte. Mais en termes tribal, quand on parle de tribus, juridiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une concentration de clans qui ne sont pas sujets. Et ça pose des problèmes. Parce que... Pardon. Allez-y. Chérifa veut réagir, je la vois hocher de la tête. Ça pose des problèmes parce que comme les gens ne sont pas chez eux, et c'est pour ça qu'on n'a pas la même vision que le droit commun. Voilà, merci. Chérifa Linossier. Non, mais c'est parce que c'est vraiment le cœur du sujet sur lequel on a pu discuter avec Richard. On a la Nouvelle-Zélande qui est juste à côté. Pourquoi on va regarder ce qui se passe ailleurs? La Nouvelle-Zélande, c'est 70%, le marché économique est tenu par les aborigènes. Donc ils ont bien réussi à trouver un équilibre en fait. Maori, pardon. Oui, pardon. Ils ont bien trouvé un équilibre, en fait. Donc, ça veut dire qu'on peut y arriver avec un binôme, peut-être un binôme de façon à avancer. Donc, j'entends le côté coutumier, etc., mais il y a des entrepreneurs kanak, et il y a des entrepreneurs kanak qui sont au sein de mon organisation, qui ont réussi à passer ce pas. Donc, il faut les solliciter pour savoir comment ils ont réussi à faire ça. Et donc, on pourra être plus en adéquation avec le système économique et d'autres ont réussi à le faire, donc ça serait bien qu'on s'oriente un peu sur ça. Une toute dernière question concernant le logement et notamment les squats. Orlane? Au niveau des constructions, il y a beaucoup d'immeubles en ce moment qui se font et pourquoi pas reloger individuellement chaque famille qui sont dans les squats, vu que certains emplacements où ils sont mis, ils sont, on va dire, expulsés pour faire des bâtiments par-dessus. Pourquoi on ne les reloge pas, eux, dans les bâtiments là? Est-ce que Richard Caloy, au niveau du... Sur le logement, Conseil économique et social, vous pouvez apporter un éclairage? Je pourrais dire ceci, que le logement à Nouméa, ça a été des problèmes depuis fort longtemps. Les squats ici à Nouméa, il y a des squats depuis longtemps, depuis la mise en place de la provincialisation. Donc les solutions, ils se trouvent au centre du socle, c'est-à-dire dans la gestion du pays.
sur la gestion de la Nouvelle-Calédonie. C'est là qu'on peut orienter une politique avec la volonté politique des élus en question pour trouver ces solutions. Il y a eu déjà une démarche qui a été faite par la province sud dans le temps de faire des routes et mettre de l'électricité dans les squats, mais ça n'a pas abouti parce qu'il y a des accrochages entre partis politiques. Je pense qu'il faut se mettre ensemble et trouver la solution parce qu'il y a du terrain. Il y a du terrain partout à Nouméa, comme dans le Nord, comme dans les îles. On peut trouver une solution avec la volonté politique. Voilà, et sur ces mots, Richard Caloy, merci d'avoir résumé un peu l'esprit de cette deuxième partie. Nous disposons des outils, nous avons des exemples au niveau régional. Maintenant, il faut un courage politique pour les mener à bien. Donc merci à chacun d'être venu, d'avoir participé à cette discussion. Merci à l'équipe La Première pour avoir réalisé cette émission. Merci, Dave. Merci, Nadine. Et un merci spécial à Frédéric Machereau pour son soutien et ses conseils avisés tout au long de cette année. Merci à toutes les communes qui nous ont accueillis. Kouawa, Vaud, Ouvéa, Boulou-Paris, Yaté, Doumbéa, Paris et Nouméa. Merci de votre attention et rendez-vous l'année prochaine.